Parfait. Bonsoir. Oui, vous m'entendez, je m'entends bien aussi. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là. J'espère que vous passez une belle journée. En tout cas, il y a beaucoup de belles démos. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués et que vous avez encore un peu d'énergie pour m'écouter. Alors, avant de commencer, juste pour essayer de comprendre qui vous êtes, j'avais une rapide question qui était simplement de savoir si vous étiez des experts de la VR ou plutôt des gens qui débutent, qui sont plus là pour comprendre ce que c'est. Du coup, on va se dire que sur une note de 1 à 5, 5 étant les experts, est-ce que vous pouvez, juste en levant la main, me dire, donc par exemple, ceux qui sont à 5, donc les vrais experts de la VR aujourd'hui, juste pour me faire une idée. Soyez pas timides, hein. Il y en a assez peu, d'accord. 4, 3, d'accord, vous êtes modeste, hein. 2, 1, ok, bon super. Bah, écoutez, je vais essayer de faire le maximum pour que tout le monde soit sur une bonne compréhension. Je m'appelle Sébastien Perron, je suis en charge des partenariats de contenu pour YouTube. Alors très concrètement, parce que tout le monde me demande un peu ce que ça veut dire, très concrètement, je m'occupe de l'équipe qui est en charge d'accompagner les créateurs, au sens très large du terme, sur la compréhension de la plateforme YouTube. Alors quand on dit créateur, ça peut être à la fois des créateurs YouTube, les fameux YouTubers dont on entend beaucoup parler, mais également des chaînes de télévision, des producteurs, des clubs de foot, des gens qui font de l'animation. Bref, c'est assez large et on les accompagne au quotidien. Alors, la première chose qui est extrêmement importante, c'est le début, enfin c'est ce qui est écrit ici, VR for everyone. Notre philosophie aujourd'hui chez Google et YouTube, s'il y a un mot à retenir, c'est la démocratisation. C'est faire en sorte que les utilisateurs puissent accéder aux expériences le plus simplement possible. Et donc ça, c'est vraiment pour les utilisateurs. Et de l'autre côté, que les créateurs puissent avoir accès à des outils qui permettent d'imaginer de nouvelles formes de narration. Donc très concrètement, pour les utilisateurs, on voit ici quelques images. Ça bouge un peu, tout ne bougera pas, je vous rassure, vous n'aurez pas forcément mal à la tête à la fin. Pour les utilisateurs, l'idée, c'est vraiment de proposer quelque chose de le plus démocratisé possible. Donc ça commence avec un truc qui est tout bête, qui est ici, qui est un téléphone. Quand vous allez sur YouTube notamment, et ben vous allez pouvoir avoir accès au début de la VR, en l'occurrence au 360. Et voir des vidéos. Et puis pour les créateurs, cette fois, notre sujet, c'est de faire en sorte de mettre à disposition des outils, des plateformes, de développer tout un tas de fonctionnalités qui permettent aux créateurs de pouvoir faire ce qu'ils font le mieux, c'est-à-dire imaginer des histoires. Donc quand je dis créateurs, ça peut être aussi bien des créateurs endémiques type YouTubeurs que des médias, des producteurs, des agences, des marques. C'est assez large. Nous, notre rôle, c'est vraiment de mettre à disposition les outils, les tuyaux en quelque sorte, les plateformes pour favoriser la narration. Alors en réalité, on a différents niveaux d'immersion. Ça part, je parlais tout à l'heure de YouTube et de YouTube 360. Très concrètement, YouTube 360, c'est aller sur un téléphone, ouvrir l'application YouTube et puis taper 360. Et là, vous allez avoir un nouveau monde qui s'ouvre à vous avec plein de vidéos en 360 degrés qui vous permettent d'avoir une première expérience. Donc c'est extrêmement démocratique parce qu'il suffit d'avoir un téléphone, Internet, YouTube dessus. Par contre, il y a un niveau d'immersion qui est bon, mais pas encore exceptionnel. Le niveau d'après, en termes d'immersion, c'est Cardboard. Alors j'en ai oublié, d'ailleurs j'ai oublié de le prendre avec moi, mais c'est pas très grave. Je pense que la plupart d'entre vous ont vu à quoi ça ressemblait. Sinon, venez me voir à la fin, je vous montrerai. Cardboard, c'est... alors, le premier truc à savoir sur Cardboard, c'est que ça a été inventé par des Français. Donc gros cocorico, ça a été inventé par deux ingénieurs à Paris, à l'Institut culturel de Google, qui avaient, vous savez, les 20% de Google. Donc vous pouvez sortir de votre cœur de métier pendant 20% de votre temps pour imaginer des choses un peu nouvelles. Et ces ingénieurs, ils ont eu une idée un peu folle qui était de se dire on va essayer d'imaginer une expérience
immersive juste à partir d'une boîte à pizza, donc de carton et d'une boîte à pizza. Donc coût de développement, 0. Pas mal de temps par contre pour y penser, pas mal de prototypes. Et puis ils ont imaginé Cardboard, et ça coûte 5 à 10 euros. Ce qui est bien, vous pouvez aller voir les plans sur Internet, le faire vous-même avec vos enfants. C'est assez sympa. C'est le début, pour nous, c'est le début de l'immersion, véritablement. Et en fait, on l'utilise notamment auprès de classes, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, pour des programmes donc avec des vertus pédagogiques, pour faire visiter explorer la Lune, par exemple, ou un autre exemple, ça peut être de visiter des montagnes pour, vous voyez, voir les strates qu'il peut y avoir dans les montagnes, tout ça en restant dans une salle de classe, donc de manière extrêmement pédagogique. On voit vraiment Cardboard comme le début d'une immersion un peu plus forte. Daydream, c'est quelque chose alors qui n'est pas encore lancé en France, mais c'est une plateforme qui permet d'avoir tout un tas d'applications en VR. Et puis il y a des casques, ça s'appelle les Daydream View, qui permettent d'avoir accès à Daydream et qui permettent d'avoir accès à une expérience qui est meilleure que Cardboard parce que vous êtes beaucoup plus confortable et ça vous permet un temps de VR, enfin d'exploration de vidéos en VR qui peut être beaucoup plus long parce que le niveau de confort et la qualité est bien meilleur. Et puis le dernier niveau, c'est Tilt Brush. Alors Tilt Brush, qui parmi vous a déjà essayé Tilt Brush ? Ouais, vous êtes quelques-uns quand même. Donc c'est vraiment à destination des créateurs. Tilt Brush, c'est une application en VR qui vous permet d'utiliser en fait un HTC Vive pour dessiner. Alors, donc vous bougez littéralement comme ça, vous pouvez bouger, faire dans tous les sens. Et puis peindre, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez rentrer dans votre peinture et puis imaginer des choses que vous ne pouvez pas faire naturellement, comme utiliser des boules de feu, des flocons de neige ou ce genre de choses au moment où vous faites une peinture. Donc c'est une peinture quand même un peu améliorée et dans l'espace. Je vous propose de voir une petite vidéo pour illustrer tout ça. Si ça marche. Ça marche. Sans le son, ça marche moins bien. Allez, avec son. What I really like to do is take a subject and kind of tear it apart and break it up into kind of a collage of different styles and textures. To all of a sudden be able to take a brush stroke and whip it over your head and then whip another one around it. It's amazing. The piece I'm creating today is allegorical. What really struck me was the ability that this has to be a platform for installation in museum and gallery spaces. I've got a series of like calligraphic, more abstract line works, you know, like a 2D image. You take it into virtual reality and you're basically sculpting your drawing. Parte de mi trabajo tiene que ver con la caligrafía. Básicamente tenía una idea que quería hacer, pero ya cuando entras al espacio virtual, en ese momento empieza a cambiar todo. It's a new platform, it's a first. There's so many things you can do with it. Definitely going to revolutionise how people view immersive artworks. You know, it's the kind of thing a lot of artists daydream about, but it's never something you would imagine to be real. Voilà pour Tilt Brush. Alors, pour vous parler de YouTube maintenant et de la réalité virtuelle de manière générale, nous, on pense que pour arriver à mettre en place véritablement la réalité virtuelle, il faut qu'on soit capable d'avoir 3 choses. La première chose, c'est des storytellers, des gens qui font le contenu. C'est sans doute le plus important, bien sûr. Pour le coup, ce n'est pas du tout notre métier. La deuxième chose, c'est d'avoir des devices pour pouvoir simplement avoir accès à ces contenus. Et la troisième chose, c'est des plateformes pour pouvoir héberger et permettre de découvrir ces contenus en réalité virtuelle. Alors nous,
vous en doutez, chez YouTube, notre rôle, c'est plutôt d'être la plateforme. Alors je vous parle de YouTube parce que c'est un peu mon chouchou parmi les produits Google, c'est accessoirement là où je travaille, donc je connais un peu mieux que le reste. Mais ce qui est intéressant côté YouTube, c'est qu'on est une plateforme, on fait en sorte de mettre à disposition des outils pour accompagner les créateurs qui, eux, vont imaginer les narrations en réalité virtuelle. Alors, pourquoi on s'est intéressé dès le départ à tout ce qui était 360 et réalité virtuelle? Parce que sur YouTube, l'essentiel du temps passé, l'essentiel de la consommation aujourd'hui est fait sur un mobile. Et ce qui est intéressant avec la 360 et tout ce qui est réalité virtuelle, c'est que l'expérience utilisateur, probablement pour la première fois, est meilleure sur mobile que sur un ordinateur. Et du coup, on s'y est intéressé assez tôt, dès 2009 en l'occurrence, à la 360. Et puis, on a progressivement lancé des fonctionnalités. Donc, on a commencé avec faire en sorte que sur YouTube, il y ait de la 360. Ensuite, on a fait en sorte que ce soit compatible avec des cardboards. Ça, c'était en 2015, mi-2015 environ. Et puis, on a continué l'année dernière avec le Live 360. J'en dirai un mot tout à l'heure. Donc, on a mis ça à disposition des créateurs pour qu'ils puissent utiliser, mettre en place du live à 360 degrés. Et puis la dernière chose, c'est l'intégration du son spatial, là simplement à peu près à la même période l'année dernière, en avril-mai l'année dernière, pour faire en sorte qu'on ait une expérience qui soit proche de la réalité, y compris au niveau du son. Et puis plus récemment, on a mis en place, créé une application YouTube VR qui récolte toutes les vidéos, toutes les œuvres en VR et en réalité virtuelle sur YouTube, dans une expérience qui est un petit peu différente et qui est vraiment optimisée, plus que l'appli YouTube de base, pour des gens qui veulent consommer de la réalité virtuelle, notamment avec un casque. Donc on est là encore sur quelque chose qui a pour vocation d'avoir une expérience customisée, d'être aussi plus, qui soit de meilleure qualité avec un casque que vous pouvez l'avoir avec simplement YouTube sur votre mobile, notamment si vous voulez passer plus de temps et avoir davantage de confort. Alors, les créateurs ensuite, je parlais de nous en tant que plateforme. Nous, les créateurs, on les voit au quotidien. Mais ce qui nous intéresse, en fait, c'est qu'il y a de plus en plus de créateurs qui sont sur tout ce qui est création en 360 et en réalité virtuelle. Pour vous donner un chiffre, il y a à peu près une augmentation de 30% tous les mois sur YouTube de vidéos qui utilisent la 360. Aujourd'hui, on est devenu la première bibliothèque au monde en termes de contenu à 360 ou en VR. Donc c'est quelque chose qui est super. Ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a certaines thématiques qui ont commencé à expérimenter ça, peut-être un petit peu avant les autres. C'est le cas notamment de la musique et du sport. Pour vous donner des exemples en France au niveau du sport, vous avez le Paris Saint-Germain, qui a fait toute une playlist, donc plusieurs vidéos sur YouTube en 360, et qui a fait à la fois des choses dans le stade, mais aussi à l'entraînement pour pouvoir rentrer dans les coulisses et peut-être montrer des images qu'on a un peu moins l'habitude de voir. Et en utilisant la 360, vous pouvez aller chercher des niveaux de détail que vous ne trouverez pas par ailleurs quand vous êtes en face d'un device plus traditionnel comme une télé. Au-delà du Paris Saint-Germain, dans le sport, vous avez aussi la Ligue de foot qui a fait une tentative pour la finale de la Coupe de la Ligue de foot. Et puis Roland Garros qui a utilisé le Live 360 juste au moment où ça a été lancé, où là vous étiez vraiment sur un court de tennis donc en live, à peu près au niveau de la chaise d'arbitre, et vous pouviez voir une expérience comme si vous étiez sur le court, j'allais dire dans le stade, mais sur le court de tennis à Roland Garros. Alors évidemment, et heureusement, il n'y a pas que le sport aujourd'hui sur tout ce qui est 360.
pour vous donner quelques exemples, je me suis amusé à visiter cette semaine, en l'occurrence, à visiter une grotte. Alors, je me suis un peu baladé, j'ai tapé moi-même 360 sur YouTube et du coup j'ai découvert des vidéos que j'avais pas vraiment vues avant et je suis tombé sur une vidéo où on pouvait visiter une grotte et il y avait plein d'animaux, alors certains plus sympas que d'autres, que vous pouviez voir et quand vous tourniez la tête, vous aviez une expérience un petit peu différente au fur et à mesure, et tout ça évidemment en étant dans mon salon. Un autre exemple, c'est que vous avez la possibilité de littéralement rentrer dans la création d'un peintre flamand qui s'appelle Bruegel. Alors ça, c'est sur la chaîne YouTube, je vais le lire parce que sinon je vais écorcher le nom de la chaîne YouTube, c'est la chaîne YouTube du Royal Museum of Fine Arts of Belgium, Brussels. C'est sûr que j'aurais oublié quelque chose si je ne vous l'avais pas lu. La peinture s'appelle Les Anges Rebelles, pour ceux qui le connaissent. Je crois que ça a été fait en 1500 et quelques. Et ça permet vraiment une immersion dans la peinture où vous pouvez voir un niveau de détail qui est absolument incroyable. Donc aujourd'hui, on voit, je vous prends quelques exemples ici, mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus d'exemples et dans différentes thématiques, avec une diversité qui est de plus en plus large sur ce sujet et avec un niveau d'immersion qui est aussi de plus en plus large. Alors, la question après, c'est de se dire, mais nous, finalement, au-delà de la plateforme, qu'est-ce qu'on fait d'autre quelque part? C'est déjà pas mal d'avoir YouTube et de mettre à disposition ces fonctionnalités, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on met en place? La réponse, comme bien souvent avec nous, c'est qu'on essaye d'accompagner les créateurs de contenu, et notamment depuis un peu plus d'1 an maintenant, il y a chez Google dans Paris quelque chose qui s'appelle le YouTube Space. Alors le YouTube Space, c'est la maison des youtubeurs ou l'ambassade de YouTube, j'ai lu ça dans la presse quand on a lancé. Enfin, c'est un peu ça, c'est un lieu physique où les créateurs peuvent venir, notamment pour tourner des vidéos ou pour avoir des formations sur tout un tas de sujets, dont celui-ci. Et alors, si vous avez plus de 10 000 abonnés à une chaîne YouTube, vous allez avoir la possibilité de faire deux choses. D'une part, de pouvoir emprunter gratuitement du matériel, sachant que ça peut être du matériel assez basique pour ceux qui débutent vraiment sur ce sujet-là, ou ça peut être Odyssey, que vous voyez juste derrière moi, qui est beaucoup moins basique en termes de production, qui par contre, en termes de post-production, est super utile parce qu'on a mis en place une technologie, une plateforme qui s'appelle Jump, et qui permet de faire de la post-production de manière extrêmement facilitée. Parce que si vous voyez, vous avez tout un tas de GoPro. S'il fallait faire de la post-production sans automatisation, ça serait un petit peu compliqué si Jump était pas là. Donc ça, c'est la première chose. Tout simplement pouvoir emprunter gratuitement du matériel. Évidemment, quand je dis emprunter, normalement au Space, les caméras ne sortent pas. Pour les caméras 360, ça sort parce que l'utilisation est assez limitée si vous restez juste avec un fond vert ou dans le Space, et ça serait un peu dommage. Donc il est possible de l'emprunter. Il faut avoir plus de 10 000 abonnés. Et la deuxième chose, c'est qu'on vient de lancer, alors littéralement ces jours-ci, on est en train de finaliser ça même, une salle qui permet à des créateurs de venir tourner en mixed reality. Là aussi, il faut avoir plus de 10 000 abonnés et vous pouvez tourner en mixed reality. C'était déjà le cas depuis quelques temps au YouTube Space de New York, et on a quelqu'un qui s'appelle Conan O'Brien. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais ça fait partie de ces animateurs de talk-show des États-Unis qui sont extrêmement populaires, qui est passé au YouTube Space de New York. Il y a une vidéo que je vous conseille de voir en entier parce qu'elle est assez drôle. Il a un peu d'humour, ce jeune homme. Il est aussi très très grand, il est plus grand que moi. Je ne sais pas si ça se voit ici, mais à la base, je suis grand. Et il y a quelqu'un qui est en charge du space chez nous à New York qui s'appelle Tom Small, qui paraît tout petit alors qu'il n'est pas du tout petit. Mais Conan O'Brien est extrêmement grand. Je vous laisse voir un exemple de ce qu'il a pu faire et tester. Look at this. Hello, human. Welcome to an accurate simulation of office worker. It's pretty cool. This looks like a red velvet donut. I taste nothing. We got to work on that, guys. A little bit of creamer. Oh, God! What the hell? No, it's spilling. Come on! This is actually how I behave at the office.
Clean this up! I want to make a Xerox copy of the stapler. Ah! Look at that! It's fantastic. Je crois que vous avez compris l'idée. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo parce qu'elle est vraiment drôle. Mais par contre, je vois que j'ai plus beaucoup de temps, donc il faudra aller la voir un autre jour avec un écran peut-être un peu plus petit. Juste en conclusion, retenez ça, VR for Everyone. Notre sujet, c'est de démocratiser, à la fois pour les utilisateurs et pour les créateurs, tout en essayant de continuer à innover au fur et à mesure. On est hyper excités par ce sujet et puis stay tuned, comme disent les Américains, parce qu'on a encore plein de choses qui arrivent sur le sujet. Merci beaucoup de votre attention.